Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire des mardis organisé par ERN SOS Voix Vivante. On va passer 2 heures ensemble, une première heure d'intervention suivie d'une table ronde et des questions posées par le public qui seront retransmises aux différents intervenants. Alors, pourquoi est-ce qu'on a organisé ce webinaire? C'est à cause d'un constat d'actualité, un contexte de remise en cause parfois des acquis législatifs en matière de continuité écologique depuis quelques années. Alors, on s'est posé la question, comment est-ce que par le biais du droit, on peut s'assurer que la loi soit garante de la vie de nos rivières et de nos fleuves? On va donc aborder ces différents mécanismes législatifs européens et français à travers le prisme de la continuité écologique et de l'hydroélectricité. Nous partirons de l'Union européenne pour avancer vers le système législatif national. Et enfin, on verra comment est-ce que les personnes de terrain, les techniciens de rivière et autres, peuvent faire remonter leur expérience de terrain, leurs informations vers les élus et les décideurs. Cette thématique, c'est ce qui a poussé l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à nous soutenir pour ce webinaire, mais aussi le Centre ressources cours d'eau. Et également, nous sommes en partenariat avec Réseau Rivière TV, qui, je vais donc laisser la parole à Antoine afin de présenter son réseau. Bonjour, Réseau Rivière TV, c'est une chaîne YouTube destinée aux chargés de mission et techniciens de rivière qui travaillent sur les rivières, donc toutes les questions autour des cours d'eau. Et effectivement, aujourd'hui, cette émission va être enregistrée et sera rediffusée sur la chaîne post-production. Voilà, donc merci pour ERN pour ce partenariat autour de cette question. Je passe la main. Merci beaucoup, Antoine. À ce webinaire, nous allons accueillir plusieurs intervenants. La première sera Madame Claire Baffert, qui est Senior Officer Policy au WWF. Malheureusement, elle ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, mais on a pu enregistrer son intervention. On va donc pouvoir vous la diffuser dans un premier temps. Nous aurons également Monsieur André Berne, qui est avocat et membre de FNE, et Kilpéric Louche de l'association Sismae, Rivière et Coopération. Enfin, pour la table ronde, nous serons aussi rejoints par Stéphane Nicolas, qui est responsable technique à la Fédération de pêche Haute-Loire. Et peut-être, si on a de la chance, Monsieur Clément Billard, qui est technicien rivière au Cigale. Euh, mais celui-ci n'est pas sûr de pouvoir se joindre à nous car il a des rendez-vous. On est sur un webinaire où on accueille des professionnels et du coup, on est un peu contraint par leur emploi du temps personnel. Donc, si on a de la chance, il pourra nous rejoindre. Petit rappel des règles pour ce webinaire, pour que ce soit agréable pour tous. Seuls les intervenants peuvent activer leur micro et leur caméra. Et merci d'utiliser le bouton qui est juste en dessous de l'interface Q et R pour poser vos questions. On va les regrouper par la suite et les poser en bloc dans la dernière partie du webinaire. Sur ce, je vous invite à être attentif à ce qui va suivre, car nous allons pouvoir écouter Madame Claire Baffert, qui est travaille pour le WWF à Bruxelles, qui va nous parler du processus législatif européen. Bonjour à tous, mon nom est Claire Baffer, je travaille au WWF, au Bureau des politiques européennes basé à Bruxelles et je suis responsable du plaidoyer dans le domaine de l'eau douce. Je vais aujourd'hui vous présenter les mécanismes législatifs européens et comment et quand agir lors de ce processus législatif en lien avec l'hydroélectricité et la sauvegarde des écosystèmes d'eau douce. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en présentiel, mais je vous laisserai mon adresse mail à la fin de ma présentation pour que vous puissiez me contacter si jamais vous avez d'autres questions. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le processus de décision européen, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les politiques européennes sont en fait élaborées à travers la collaboration de trois institutions principales. La première, c'est donc la Commission européenne.
ensuite le Parlement européen et pour finir, le Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne propose de nouvelles lois et politiques et elle est chargée de réviser aussi les lois et les politiques existantes. Le Parlement européen représente, lui, les citoyens européens et le Conseil de l'UE représente les États membres. La Commission européenne, c'est elle qui a donc le pouvoir de proposer de nouvelles lois, le pouvoir d'initiative, et le Conseil de l'UE et le Parlement européen sont les institutions qui vont ensuite négocier et adopter les lois et politiques européennes. Il y a une autre institution qui est importante qui s'appelle le Conseil européen. Elle représente, elle, les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Elle est distincte du Conseil de l'UE parce qu'elle ne participe pas au processus législatif au sein de l'UE, mais elle fixe les grandes lignes politiques et les grandes priorités de l'Union européenne. Comme je le disais, c'est la Commission européenne qui a le pouvoir d'initiative, le pouvoir d'initier les règlements et les directives. Ça veut dire que très concrètement, c'est une institution qui est très importante pour les ONG à Bruxelles. C'est crucial d'avoir son soutien lorsque l'on veut soit proposer une nouvelle directive ou un nouveau règlement, ou alors obtenir une révision pour changer le cadre réglementaire. Donc, c'est très important d'avoir des liens et des contacts réguliers avec la Commission. C'est vraiment l'interlocutrice principale des ONG. Euh, et par exemple, sur l'hydroélectricité, l'essentiel du travail des ONG à Bruxelles pendant ces dernières années a été euh, de faire un travail de communication, mais aussi de plaidoyer pour en fait démystifier la croyance très répandue au sein de la Commission selon laquelle l'hydroélectricité serait une énergie verte et et de vraiment faire un travail de pédagogie pour montrer les impacts de l'hydroélectricité sur la biodiversité et sur l'environnement. Donc ça s'est fait à travers des réunions régulières, à travers un travail, comme je disais, de communication, un travail auprès des médias également qui sont lus par cette institution. Euh, il y a quelques exceptions au pouvoir d'initiative de la Commission. Exceptionnellement, le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à la Commission de rédiger une nouvelle proposition législative. La Commission européenne n'est pas obligée d'accéder à cette demande, mais en pratique, elle le fait souvent, surtout lorsque la demande émane à la fois du Parlement et du Conseil. Il y a aussi ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire ça permet à des citoyens, s'ils se rassemblent et s'ils obtiennent au moins 1 million de signatures de citoyens à travers au moins 7 États membres de l'Union européenne, ils ont le droit de demander à la Commission européenne d'examiner une nouvelle initiative. Euh, alors ça paraît magnifique sur le papier. En réalité, c'est déjà assez compliqué de réunir cette quantité de signatures. Et puis la Commission n'est pas tenue de répondre positivement à l'initiative citoyenne. Elle a le droit de refuser de d'adopter ce que demandent les citoyens si elle fait un refus motivé. Donc, en pratique, même si c'est un outil intéressant, ça a rarement débouché sur quelque chose de très concret. Mais WWF, par exemple, a soutenu certaines initiatives citoyennes, notamment sur l'accès à l'eau, euh, et a contribué à apporter des signatures pour soutenir ces initiatives. Alors, il y a différents types d'actes européens. Tout d'abord, les plus importants, ce sont donc les traités qui doivent être adoptés à l'unanimité par tous les États membres, qui sont légalement contraignants et qui fixent les grands cadres d'action de l'Union européenne.
Il y a ensuite les directives et les règlements qui sont également légalement contraignants. La différence pardon, entre les deux est que les règlements sont directement applicables dans tous les États membres, alors que les directives doivent être transposées en droit national avant d'être applicables. Mais les deux sont légalement contraignants. Ensuite, il y a les stratégies et les plans d'action. Euh, qui ne sont pas légalement contraignants, qui fixent des orientations plus larges pour l'Union européenne et qui peuvent aussi être des documents programmatiques qui vont euh, fixer euh, le- l'adoption de nouvelles directives ou de nouveaux règlements. Ensuite, il y a les communications de la Commission, les résolutions du Parlement, les conclusions du Conseil. Tous ces documents-là ne sont aussi pas légalement contraignants et ils n'engagent que l'institution qui les adopte, donc leur portée est plus limitée. Et ensuite, il y a les actes délégués et les actes d'exécution qui sont, eux, légalement contraignants, mais de portée plus restreinte au sens où ce sont des actes d'application des directives et des règlements qui portent sur des sujets plus techniques et plus restreints. Une directive ou un règlement, on dit que c'est légalement contraignant parce que ça veut dire que ça s'applique à un État membre et que l'État membre euh, qui l'adopte a l'obligation légale d'appliquer les provisions d'une directive ou d'un règlement et que s'il ne le fait pas, il est passible de sanctions. C'est-à-dire que la Commission européenne peut ensuite lancer une procédure d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne pour sanctionner l'État membre qui n'aura pas mis en œuvre l'obligation qui découle de la directive ou du règlement. Donc ça crée vraiment une obligation d'agir pour l'État membre. Alors que, par exemple, une stratégie ou un plan d'action, comme je le montrais, ça va fixer un objectif, mais finalement, c'est plutôt comment on dit, euh, une, une obligation de moyens, c'est plutôt un objectif assez général et en réalité, il n'engage pas légalement l'État membre. La plupart des directives et des règlements européens sont adoptés via une procédure qui s'appelle la procédure législative ordinaire, qui est mise en œuvre donc par le fameux triangle institutionnel et qu'on appelle aussi codécision. Alors, ça se passe de la manière suivante. La Commission européenne propose donc une nouvelle directive ou un nouveau règlement. Elle l'envoie donc, pardon, au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, qui ensuite vont négocier, apporter des amendements au texte de la Commission et finalement adopter les actes législatifs. Un peu comme une navette parlementaire finalement entre le Sénat et l'Assemblée nationale en France. Et ensuite, la Commission européenne est chargée de mettre en œuvre les textes qui ont été adoptés par le Parlement européen et par le Conseil. Souvent, on a été dans des configurations dans le passé dans lesquelles le Parlement européen était plus progressif, progressiste, pardon, euh, que le Conseil, voire parfois que la Commission. Et dans ce cas-là, ça peut avoir un intérêt de notre point de vue que le Parlement puisse être force de proposition. Euh, et puis, par ailleurs, le Parlement est l'institution probablement la plus démocratique de l'Union européenne, puisque il est élu au scrutin proportionnel dans chacun des États membres. Donc, il émane vraiment et il représente vraiment les citoyens. Donc, d'un point de vue démocratique, ça pourrait effectivement faire sens que le Parlement européen ait un pouvoir d'initiative. Maintenant, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On voit que la droite, les conservateurs sont en hausse dans beaucoup de pays européens. Et si on se retrouvait en 2024 avec un Parlement européen très, très conservateur, euh, ça pourrait changer la donne politique au niveau des institutions à Bruxelles. Donc,
donc voilà. Ce que je n'ai pas dit peut-être et que je peux ajouter, c'est que la Commission européenne, en tant qu'institution, représente l'intérêt général. Donc voilà, elle est censée représenter l'intérêt de tous et donc c'est peut-être l'institution du triangle institutionnel qui est la moins politique par rapport aux deux autres. Alors maintenant, je vais donc vous présenter quelques exemples appliqués à l'hydroélectricité et à la continuité écologique. Et mon premier exemple va concerner l'adoption de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité qui a été adoptée en 2020, en mai 2020. L'important dans cet exemple-là, c'était vraiment d'intervenir avant la procédure législative, donc au niveau des stratégies et des plans d'action qui sont souvent adoptés en début du mandat d'une nouvelle Commission européenne, parce que la Commission est renouvelée tous les 5 ans. Donc là, en l'occurrence, la Commission von der Leyen avait donc pris ses fonctions à la fin 2019. Et dès l'automne 2019, les ONG avaient commencé à pousser pour des objectifs de restauration de la continuité écologique au niveau européen dans différents écosystèmes, dont les rivières. Donc, on avait fait, par exemple, des notes de position, différents articles avec des coalitions d'ONG, avec différents acteurs, pour vraiment pousser pour une restauration des écosystèmes à l'échelle européenne. Et effectivement, donc, en mai 2020, la Commission a lancé donc, sa stratégie en faveur de la biodiversité qui a fixé un objectif de restaurer au moins 25 000 kilomètres de cours d'eau euh, d'ici 2030 grâce à l'élimination des obstacles essentiellement obsolètes et à la restauration des plaines inondables et des zones humides. Et en fait, c'est vrai que cette stratégie biodiversité, lancée comme ça en début de mandat, a vraiment permis de fixer un cadre pour l'action législative de la Commission dans les années à venir. Le, le deuxième exemple, il concerne en fait toujours la même question de la continuité écologique et du cadre législatif. Après cette stratégie, l'objectif pour les ONG était de traduire cette stratégie de manière concrète en directive ou en règlement pour avoir vraiment une obligation légale applicable dans tous les États membres de restauration de la continuité écologique et de restauration notamment des rivières à courant libre. Donc là, il s'agissait vraiment d'intervenir auprès de la Commission européenne pour la pousser à proposer une nouvelle loi, en l'occurrence un règlement de restauration de la nature, qui contienne un objectif de restauration des cours d'eau à courant libre. Donc, vous voyez que dans cette phase-là, qui est illustrée en bleu sur le schéma, il y a différents moments. Il y a notamment une consultation publique qui est le préalable au lancement d'une nouvelle initiative. Il y a la rédaction ensuite concrète de la proposition qui est faite par euh, les services de la commission. Et ensuite, il y a une consultation interservice où le service en fait qui a rédigé la proposition de loi va consulter toutes les autres directions générales de la commission. Donc là, en l'occurrence, c'était la DG Environnement qui était chef de file, qui rédigeait, mais elle doit ensuite consulter toutes les autres DG, la DG Environnement, la DG Agriculture, par exemple, la DG Climat, toutes les autres directions générales qui peuvent être affectées par le projet de règlement ou de directive. Alors tout d'abord, les consultations publiques, c'est un moment clé pendant lesquels les ONG se mobilisent généralement assez fortement. Là, j'ai utilisé un exemple qui n'est pas relatif à la loi sur la restauration de la nature. C'est un exemple de 2019. C'était une consultation sur la révision de la directive cadre sur l'eau. Et ERN avait répondu, avait participé à la réponse à cette consultation et contribué à rassembler un grand nombre de signatures. Et la raison pour laquelle ces consultations publiques sont importantes, c'est qu'elles montrent euh, tout le,
elles sont l'occasion de montrer voilà, tout le soutien des citoyens pour une nouvelle directive, ou en l'occurrence, c'était pour ne pas réviser la directive cadre sur l'eau. Mais ces chiffres sont importants. Généralement, la Commission européenne les réutilise par la suite pour justifier leur décision. Et donc, ce sont des moments importants quand on veut faire passer un message. Ensuite, il y a, au-delà donc de ces processus formels, hein, consultation publique, etc., il y a tout ce qu'on peut faire de manière informelle pour mobiliser l'opinion publique, maintenir une pression sur les décideurs. Alors, ça peut être des publications, c'est bien sûr des contacts très étroits, des réunions très régulières avec les services de la Commission, euh, un travail sur les réseaux sociaux, un travail avec les médias pour essayer d'avoir une couverture médiatique sur les sujets que l'on traite, organiser des événements, construire des coalitions d'acteurs. Là, la photo qui est sur la diapositive, c'était une action qui s'appelait Run for Life, courir pour Run for Nature, pardon, excusez-moi, courir pour la nature. Et c'est une petite course qu'on avait organisée autour du bâtiment de la Commission européenne que vous voyez à l'arrière-plan. Une course à laquelle on avait convié le commissaire à l'environnement. Euh, voilà, et à laquelle avaient participé beaucoup d'associations de représentant la jeunesse. Et à la fin de la course, il y avait eu un petit échange justement entre le commissaire et les représentants des jeunes sur la question de l'importance de la nature, etc. Et donc ce genre d'événement, ça aide, voilà, ça attire une couverture médiatique et ça aide à maintenir une pression sur les décideurs. Donc, euh, donc voilà, tous ces canaux de communication sont vraiment indispensables pour mettre un sujet à l'agenda ou le garder à l'agenda et faire passer nos idées. Au total, là, dans le cas du règlement sur la restauration de la nature, il s'est écoulé 2 ans entre la stratégie sur la biodiversité et la proposition de la Commission européenne sur la loi sur la restauration de la nature. Donc 2 ans, c'est très long et ça demande donc voilà, un gros travail de fond pour ne pas relâcher la pression, pour vraiment pousser la Commission à agir et à présenter une proposition législative. Finalement, dans ce cas concret, le plaidoyer a abouti puisque en 2022, à l'été 2022, la Commission a présenté sa proposition de règlement sur la restauration de la nature qui incluait un objectif de restaurer 25 000 km de rivières à courant libre. Euh, donc les efforts, je dirais, des ONG ont payé. La proposition initiale de la Commission euh, a généré une énorme controverse que vous avez peut-être suivie, mais il y a eu énormément d'opposition à ce règlement sur la restauration de la nature, bien plus que ce que l'on imaginait, notamment au Parlement européen, qui pourtant est d'habitude un peu plus progressiste que le Conseil. Mais là, il y a eu une énorme opposition conduite par les conservateurs, euh, pas seulement sur l'objectif de restauration de la continuité des rivières, mais essentiellement d'ailleurs sur les aspects qui touchaient plus à, à l'agriculture, aux terres agricoles. Euh, mais par exemple, voilà, il y a eu énormément de groupes d'intérêt qui se sont mobilisés contre cette loi, et notamment dans le domaine de l'eau, le lobby des moulins était clairement très, très mobilisé, est présent à Bruxelles, connaît très bien le processus législatif européen et a su se mobiliser à plusieurs moments clés pour voilà, essayer de convaincre les parlementaires européens d'amender le texte et la proposition de la Commission et de réduire l'objectif de restauration de 25 000 km de rivière à courant libre. Voilà, heureusement, finalement, cet aspect du texte n'a
a peu été modifié et dans la version finale qui, on l'espère, sera adoptée au printemps 2024, normalement, cet objectif de restauration des 25 000 km d'ici 2030 devrait toujours figurer dans le texte final du règlement. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est comment intervenir pendant le processus législatif, c'est-à-dire pendant la négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Là, ce qui est assez important, c'est de bien comprendre toute la séquence qui mène à l'adoption d'un texte et d'identifier les moments clés. Donc, par exemple, j'en ai entouré plusieurs sur le schéma. Euh, un moment clé, ça va être par exemple la rédaction du rapport du Parlement européen sur le texte. Donc là, c'est important d'identifier qui est le rapporteur, d'établir des contacts avec son bureau, avec ses collaborateurs, de faire passer ses propositions. Parce que le meilleur moyen d'influencer le texte final, c'est d'avoir ces propositions reprises dans le rapport de la commission du Parlement. Ensuite, les moments clés, ce sont bien sûr les votes. Donc, le vote de la commission parlementaire et ensuite le vote en session plénière au Parlement. Euh, du côté du Conseil, donc des États membres, un moment clé, c'est l'adoption de l'approche générale, donc de la position euh, du Conseil. Puis ensuite, les trilogues, qui sont vraiment les négociations finales entre les deux institutions, entre les trois institutions, pardon, le Parlement, la Commission et le Conseil, pour trouver un accord final sur le texte. Là, ici, l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui de la révision de la directive énergie renouvelable qui a eu lieu entre 2021 et 2023. Donc, la directive énergie renouvelable, à l'origine, euh, considère l'hydroélectricité comme une énergie renouvelable au même titre que le solaire ou que l'éolien, ce qui veut dire que l'hydroélectricité peut bénéficier d'un soutien financier au niveau européen et est considérée comme une énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'elle compte dans les objectifs fixés par la directive sur la part des renouvelables à atteindre dans le mix énergétique de chaque État membre. Alors, ce que souhaitaient les ONG dans le cadre de cette révision, c'était exclure les nouvelles installations hydroélectriques du champ d'application de la directive pour que les nouvelles installations construites après l'entrée en vigueur de la directive ne comptent pas dans cet objectif de part des renouvelables à atteindre et ne puissent pas bénéficier d'un soutien financier. Euh, alors, les ONG ont d'abord fait une note de position pour expliquer et présenter cette position et les différents arguments. Il y a ensuite eu des réunions régulières avec le rapporteur du texte en commission environnement du Parlement. Euh, Ce rapporteur était à l'origine assez favorable à notre position. Et donc, dans un premier temps, il a effectivement proposé d'exclure pas toutes les nouvelles centrales, mais toutes les nouvelles petites centrales du champ d'application de la directive, ce qui était en soi déjà une grande avancée. Euh, mais malheureusement, au fil du processus, sa proposition a d'abord été retoquée par la commission Industrie et Énergie du Parlement, puis retoquée en session plénière. Et finalement, sur ce dossier-là, euh, voilà, nos messages n'ont pas réussi à porter. Alors, on a fait un dernier essai pour influencer les trilogues entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Il y a eu une lettre ouverte, par exemple, signée par plus de 130 ONG, dont ERN, dont plusieurs associations françaises, pour essayer d'influencer les trilogues. Mais en l'occurrence, cette lettre ouverte n'a pas abouti. C'était un dossier très difficile. Il y a eu la guerre en Ukraine qui est arrivée, donc qui a euh, provoqué tout un débat sur la sécurité énergétique de l'Europe, qui allait vraiment dans le sens contraire de ce que nous on proposait et qui a rendu notre discours assez inaudible. Donc, en l'occurrence, ça n'est pas un succès que je vous présente là, mais ça montre néanmoins quels sont les moyens d'influence et quels sont les moments euh, auxquels, pendant lesquels
il fait sens d'exercer cette influence. Au niveau européen, cette actualité internationale, elle a une grande importance parce elle influence beaucoup le discours ambiant et la manière de penser. Et en l'occurrence, avec la guerre en Ukraine, euh, je pense que la guerre en Ukraine a vraiment mis sur le tapis la question de la sécurité énergétique de l'Europe. Et donc, ça a créé un discours sur le fait que voilà, toutes les énergies euh, euh, locales, toutes les énergies euh, décentralisées et donc beaucoup les renouvelables étaient bonnes à prendre et étaient utiles pour renforcer l'indépendance énergétique de l'Europe. Et du coup, ça a rendu très, très inaudible l- bah, voilà, tous les arguments sur ben, l'impact des projets hydroélectriques localement sur la biodiversité, sur les paysages, sur l'environnement, parce que finalement, tout ce qui comptait, c'était voilà, déployer tous les types de renouvelables le plus vite possible pour améliorer l'indépendance énergétique. Et donc, voilà, c'est vraiment une actualité qui, nous, ne nous a pas aidé du tout et a rendu notre position beaucoup plus difficile à communiquer. Si je veux résumer un petit peu nos retours d'expérience, je pense qu'il y a trois messages clés ou trois choses qui me paraissent importantes. D'abord, c'est d'anticiper, c'est-à-dire d'intervenir aussi en amont que possible dans le processus législatif et même en amont du processus législatif, en début de mandat d'une nouvelle Commission européenne, par exemple, pour déjà influencer les grandes orientations générales fixées par une stratégie ou un plan d'action. Le deuxième retour d'expérience et la deuxième chose importante, c'est de bien comprendre toute la mécanique et tout le processus législatif et également bien euh, analyser les forces en présence, je dirais. Donc connaître ses alliés, mais aussi ses adversaires pour pouvoir préparer des contre-arguments à leur message. Alors nous, on travaille au sein d'une coalition d'ONG qui regroupe des ONG environnementales, donc WWF, le Bureau européen pour l'environnement, qui en France, par exemple, regroupe France Nature Environnement, ERN, Wetlands International, The Nature Conservancy, aussi une grosse ONG de protection de l'environnement, mais par exemple aussi l'Association européenne des pêcheurs, des pêcheurs de loisirs en eau douce. Et c'est vrai que ce sont des alliés auxquels peut-être, enfin, parfois ça surprend les gens lorsqu'on dit qu'on est allié avec eux, mais pour nous, ce sont des alliés vraiment indispensables. D'abord parce qu'ils connaissent extrêmement bien euh, les rivières et les écosystèmes et qu'ils ont besoin pour pratiquer leur activité de rivières sauvages en bonne santé avec une eau de bonne qualité. Donc voilà, ce sont par exemple des alliés très importants. Et parmi les États, est-ce qu'on a des États qui sont pionniers, fer de lance sur la question de continuité écologique? Alors par exemple, la Finlande est un pays qui a très très tôt, beaucoup plus tôt que tous les autres, fait de l'effacement des barrages une priorité et qui a lancé, alors je ne sais plus exactement quand c'était, mais à la fin des années 2010, un programme de financement pour effacer des barrages et qui est doté de financement public et qui a permis déjà d'enlever, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais déjà plusieurs dizaines de barrages avec des fonds publics. Donc voilà, c'est un pays aussi, je pense, qui valorise beaucoup ses rivières et qui a pu effectivement être, voilà, exercer un rôle de modèle auprès d'autres États. Et la France dans tout ça? Et la France dans tout ça, bah, c'est un petit peu difficile parce que en France, il y a eu un moment une stratégie. Alors, je sais plus,
j'ai plus en tête les dénominations, mais il y a eu, je crois, une stratégie en faveur de la biodiversité qui avait fixé un objectif à l'échelle française d'effacement de barrages. Mais ensuite, je pense en partie sous l'influence du lobby des moulins, il y a eu un petit recul. Et donc la France a été assez attentiste en fait par rapport à cet objectif de restauration de la continuité écologique. Elle n'a pas vraiment à ma connaissance, poussé contre, mais sans le soutenir non plus. Elle a été vraiment voilà, assez silencieuse et attentiste sur la question. Ni pionnière, ni chef de file, ni vraiment contre. Et puis enfin, troisième point, agir stratégiquement, donc vraiment bien identifier les moments clés pendant lesquels il- il va être le plus efficace d'intervenir. C'est-à-dire, voilà, par exemple, les votes en commission parlementaire ou en plénière pour ce qui s'agit du Parlement européen. Voilà, je vous laisse ici donc mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup donc à Claire Baffert pour cette intervention. Un petit mémo, un petit rappel, la France a quand même été un des premiers pays à raser des barrages, notamment avec Saint-Étienne du Vigan. Et en 2009, elle avait adopté le PARS, qui a ciblé 1200 ouvrages prioritaires à équiper ou à effacer. On va pouvoir tout de suite accueillir Monsieur André Berne, avocat et membre de FNE, pour une intervention sur le processus législatif national cette fois-ci. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, bon, je me présente, hein, je m'appelle André Berne, à la base, je suis ingénieur agronome et ingénieur des eaux et forêts. Et puis, je suis maintenant à la retraite, donc j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'eau puisque j'ai été directeur de réal et directeur territorial d'agence de l'eau, à la fois dans le bassin Nord-Bretagne et aussi dans le bassin Seine-Normandie. Et puis maintenant, je suis à la retraite et donc j'ai passé l'examen du barreau de Paris et ils m'ont accueilli parmi eux. Donc, je suis maintenant avocat. Et je m'occupe beaucoup de questions environnementales. Et donc, je suis actuellement sur, comme on disait tout à l'heure avec Monsieur Nicolas, sur un dossier donc de microcentrale. Alors, je vais vous exposer un petit peu comme a fait Madame Baffer, la hiérarchie des normes en France. Alors, il faut savoir qu'en droit, il y a une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'il y a des normes supérieures et des normes inférieures, si je peux dire. Et donc, c'est une sorte de pyramide qui a 4 niveaux. Et le rôle du juge, d'ailleurs, du juge administratif, c'est donc de contrôler que les textes qui sont en contentieux sont bien légaux, c'est-à-dire que par ce terme de légalité, on veut entendre qu'ils sont bien conformes aux normes supérieures. Donc, la norme suprême, hein, c'est la norme constitutionnelle, donc qui est composée de ce qu'on appelle le bloc constitutionnel, donc la Constitution de 58 et puis le préambule de la Constitution de 1946. Alors, dans les textes constitutionnels, comment dirais-je, les préambules, les introductions ont une valeur aussi, moins forte que le texte lui-même, mais elles ont une valeur importante. Et d'ailleurs, on utilise très, très souvent, par exemple, dans la charte environnement, la charte de 2005, qui fait partie du bloc constitutionnel, on utilise de plus en plus donc le préambule de cette charte, qui dit des choses très intéressantes, même plus intéressantes d'ailleurs que les textes. Et puis, il y a quelque chose de très important aussi, c'est la DDHC. Alors, la DDHC, qu'est-ce que c'est? C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc d'août 1789, qui est utilisée en permanence, et notamment dans les contentieux environnementaux. Je vous verrai tout à l'heure, je vous présenterai un dossier où on a essayé d'utiliser. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le bloc conventionnel. Donc les conventions, c'est les traités internationaux. On a vu tout à l'heure donc Madame Baffer qui nous a parlé de l'Europe. Donc l'Europe, c'est les traités, hein. Donc il y a 2 traités, hein, le TUE et le TFUE. Donc le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, le traité de Rome et le traité de Lisbonne, c'est des traités qui sont importants et d'où découlent pardon, des actes donc qui sont soit, on a déjà expliqué, mais je ne reviens pas dessus rapidement, des directives, soit des règlements. Et ici, je vous ai donc marqué il y a plein de directives qu'on utilise, mais dans nos affaires d'hydraulique et de rivière, on utilise surtout donc la DCE, directive 4 sur l'eau,
et la DHFF, donc Directive Habitat Faune Flore. Voilà. Et puis des règlements, et notamment un règlement qui est très important pour la continuité écologique, qui est le règlement Anguille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit dérivé. Pourquoi droit dérivé? C'est le droit dérivé des traités. Et puis il y a aussi des conventions internationales qui ne sont pas donc des traités européens, qui sont des traités qui ont été pris à un niveau plus large. Donc la convention d'Aarhus, donc qui est essentiellement tournée sur l'information des citoyens. La convention de Berne, alors c'est pas de mon fait, mais c'est la ville de Berne en Suisse, hein, qui elle va traiter donc des espèces de faune et de flore. Et puis la convention SPAR qu'on utilise un peu moins, qui était une convention sur la lutte contre la pollution de la mer de Manche. Et alors, donc ça, c'est le bloc conventionnel qui est en numéro 2 dans la hiérarchie. Et donc déjà, vous voyez que contrairement à ce qu'on lit souvent dans la presse, hein, la Constitution française est au-dessus des traités. Donc, il peut y avoir un sujet lorsque les traités ne sont pas en accord avec la Convention. Ça se règle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et puis, les normes en dessous, donc celles qui nous intéressent, puisque je crois que le but, c'est de savoir comment on peut un peu peser sur, je dirais, le bloc législatif et le bloc réglementaire. Alors, le bloc législatif, ben, c'est les lois. Donc, il y a des lois, il y a toutes sortes de lois. Donc, les lois organiques, ben, j'en parle pas parce que ce sont des lois essentiellement, je dirais, d'application de la Constitution. Parce que la Constitution, c'est des textes un peu généraux, donc il y a des lois organiques d'application. Les lois ordinaires, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, c'est les lois votées par le Parlement et puis les ordonnances qui sont des textes qui sont pris par le gouvernement, mais qui sont donc autorisés par une loi introductive et qui sont ensuite ratifiés. Euh, et puis un petit mot sur la codification. Donc la quasi-totalité des lois françaises sont, et des règlements d'ailleurs, sont codifiés donc dans des codes, c'est-à-dire avec un système de numérotation en L, en R et en D. Donc L, c'est les lois, R, c'est les règlements, donc les décrets pris en Conseil d'État, et D, c'est les décrets simples. Alors, je vous ai mis là quelques textes qu'on utilise très très souvent dans nos contentieux. Donc, l'article L110.1, c'est le premier article du Code de l'environnement. C'est un texte très général. Et on utilise beaucoup l'ERC, donc la séquence éviter, réduire, compenser, qui est très souvent malmenée par les opérateurs divers et variés. Donc, on s'appuie là-dessus pour indiquer aux juges qu'il y a des illégalités. Dans nos questions d'eau, un texte très important, en fait des textes ensuite très importants, donc le L211-1 sur la gestion équilibrée. Donc il dit en gros que la gestion de l'eau doit être équilibrée. Et là, il y a je dirais, des articles et des paragraphes, des alinéas très précis, notamment sur les sujets de circulation des poissons. Donc ça renvoie à la continuité écologique. Bon, les textes sur les stages et les sages. Vous savez qu'il y a des obligations de compatibilité entre les actes de l'administration dans le domaine de l'eau et les dispositions des SDAGE ou des SAGE. Et même dans les SAGE, il y a maintenant, enfin, je dis maintenant, ça avait un certain temps, mais ça n'existait pas au départ, des parties réglementaires. Donc là, le règlement s'impose, hein. Alors, contrairement au texte non réglementaire d'usage, les orientations ou les dispositions avec lesquelles il y a un simple rapport de compatibilité, ça veut dire que les décisions administratives ne doivent pas être contraires. C'est un peu délicat à manier en contentieux parce que il y a des jurisprudences qui sont pas extrêmement favorables. Je pourrais répondre aux questions, mais c'est un sujet délicat. Et puis, donc, l'article fondamental de la continuité écologique, c'est le 214-17, donc, qui a été assez malmené ces derniers temps. Donc, nous verrons comment. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois, qu'il y avait une certaine régression dans les lois environnementales. Je confirme, c'est le cas. On a vécu des périodes où les lois environnementales étaient moins attaquées qu'elles ne sont maintenant. Et puis l'article L214-18, c'est l'article sur les débits réservés, qui est aussi très utile, évidemment, quand il y a des ouvrages qui sont faits dans les rivières. Donc là, je ne vous cite pas l'article 214-18-1, qui est un article qui était aussi un gros pavé dans la mare, mais qui a été abrogé. Enfin grâce à nous, peut-être que je vais un petit peu loin en disant ça, mais à la suite d'un processus
que je vous détaillerai tout à l'heure et qui montrent qu'il y a eu quand même de la part de la société civile une certaine importance dans l'abrogation de cet article. Et puis le bloc réglementaire, donc là, c'est tous les décrets. Donc, décret simple ou décret en Conseil d'État, décret d'application, etc. Et puis, c'est toute la chaîne administrative, les arrêtés, les circulaires et puis les autres actes administratifs, parce qu'il n'y a pas que des actes administratifs nationaux, il y a aussi des actes administratifs donc locaux. Voilà, donc là, j'ai planté le décor et je passe tout de suite au processus législatif, puisque aujourd'hui, l'objet, c'est la législation, hein, pas le règlement, bien que ça peut être important aussi. Les règlements, parfois, sont pas tout à fait conformes aux lois, même parfois disent parfois même un peu le contraire. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ça donne quand même des bons leviers pour le consensus. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories donc de projets. Il y a ce qu'on appelle les PJL, c'est les projets de loi, et les PPL, c'est les propositions de loi. Donc, les PJL, la Constitution donne, comment dire, Constitution de 58, hein, donne une priorité aux actes, aux projets de loi qui sont proposés par le gouvernement. Mais on a quand même des possibilités pour le Parlement, donc par le biais de ce qu'on appelle la niche parlementaire, de proposer eux-mêmes et de rédiger eux-mêmes des projets de loi. Alors c'est très restreint puisque la niche parlementaire, c'est en gros c'est une fois par mois et pour des, comment dire, pour des groupes minoritaires ou d'opposition. Et donc, il y a quand même pas mal de groupes minoritaires et d'opposition dans le Parlement. Donc, grosso modo, bah, ça revient à peu près à une fois par an ou un peu plus. Mais donc, comment ça se construit? Alors, d'abord, il y a un travail en commission. Donc, les commissions, c'est des groupes à l'intérieur du Parlement. Il y a plusieurs commissions. Donc, il y a une commission généraliste qui s'appelle la commission des lois, puis il y a des commissions un peu techniques, hein. Et donc, au départ, quand un texte arrive donc sur ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il va être envoyé dans une commission en fonction de la nature du texte. Voilà, bon. On va pas envoyer un texte sur, je sais pas moi, l'organisation de la société à une commission sur l'aménagement ou l'inverse. Donc, ce travail en commission, c'est un travail qui est assez long, qui aboutit à ce moment-là à un texte qui est différent du texte qui a été proposé, hein, du PJL. Alors, je vous ai passé le processus, hein, parce que le projet de loi fait l'objet d'un examen au Conseil d'État, au Conseil des ministres, d'un dépôt. C'est important quand même, on verra, parce que tout à l'heure, comment on fait pour éventuellement influencer sur cette partie-là. Donc, une fois que le travail en commission est terminé, donc il y a ce qu'on appelle les lectures et donc les navettes, c'est-à-dire que le texte de la commission, il va être examiné par le Sénat, par l'Assemblée nationale. Donc, parfois on commence par le Sénat, parfois on commence par l'Assemblée nationale. Alors, il y a des obligations hein, sur certains textes. Par exemple, les textes qui traitent des collectivités territoriales commencent toujours par le Sénat. Et donc, à chaque fois, il va y avoir des amendements. Et donc, ce texte va faire des navettes, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, etc., etc. Alors, le nombre de navettes n'est pas fixé. Ça peut être 10, 20 ou 100 navettes. Voilà, c'est pas fixé. Simplement, il y a des processus à un moment donné qui permettent au gouvernement d'arrêter ces navettes. Alors, le principe, c'est que lorsqu'un texte, alors il y a plusieurs articles, lorsqu'un article est adopté de manière conforme par les deux assemblées, à ce moment-là, on considère qu'il a été voté, qu'il est adopté, et donc il n'est plus examiné dans la navette suivante. Donc, dans un fonctionnement idéal, ben, peu à peu, on élimine les textes qui ne font pas d'accord et on arrive finalement aux textes qui font accord. Mais ça, évidemment, c'est dans un monde idéal, ce qui n'existe pas. Donc, à un moment donné, il y a des désaccords. Et là, le gouvernement donc, peut siffler la fin de la partie. Il peut le siffler de manière assez rapide. C'est-à-dire, on déclare l'urgence. Donc, il y a qu'une seule navette. Et, ou alors, il peut attendre deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, ça dépend du degré d'urgence aussi. Alors, soit donc on arrive à une conformité, c'est bien.
soit on passe à ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. On en parle beaucoup actuellement avec le sujet de la loi immigration. Et puis alors, bon, il y a aussi l'arrêt brutal par le 49.3. Donc, c'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet au gouvernement de siffler la fin de la partie. Donc là, la commission mixte paritaire, c'est la réunion donc de 14 personnes, donc 7 députés, 7 sénateurs, qui sont en gros représentatifs de la structure politique. Bon, donc ceux qui ont la majorité au Parlement, ben, ils ont la majorité dans la CMP. Ceux qui sont minoritaires, ils ont la minorité. Donc parfois, il y a un seul. Et donc, la CMP essaie de trouver une solution. Donc, si elle trouve une solution, eh bien, il y a juste ensuite un vote, je dirais, formel, qui est d'adoption par le Parlement, par les deux chambres, où là, il n'y a plus de possibilité de faire des amendements, sauf ceux autorisés par le gouvernement, ou sauf ceux du gouvernement. Donc, le texte qui sort de la CMP, en principe, il n'est pas amendé. Il peut être amendé à la marge par le gouvernement ou si quelqu'un veut faire un amendement, il faut que ce soit autorisé par le gouvernement. Mais en général, c'est rarissime parce que sinon, ça remet en cause tout le processus. Alors, une fois que ça a été donc adopté par le Parlement, par ce vote final, hein, je rappelle aussi que de par la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Par exemple, le Sénat pourrait ne pas adopter le vote de la CMP. À ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui l'adopterait, ou peut aussi ne pas l'adopter. Donc, du coup, la loi ne serait pas adoptée. Une fois que ça est terminé, donc il y a un délai avant la promulgation et la publication en journal officiel. Alors, la promulgation, c'est le fait que le président de la République je dirais, appose sa signature et donc promulgue la loi et donc déclenche la publication au journal officiel, ce qui permet donc à la loi d'être applicable en France le lendemain du journal officiel. Il y a une possibilité de contrôle préalable par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a plusieurs modalités. Une qui est intéressante, c'est le déferment par 60 parlementaires, donc 60 députés ou 60 sénateurs ont la possibilité, dans un temps qui est très très court, hein, d'aller toquer à la porte du Conseil constitutionnel pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et donc ils souhaitent que le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi à la Constitution. Alors ça, je mets là, c'est important parce que les citoyens de base peuvent intervenir à ce stade. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, bon, j'étais un petit peu long, mais c'est important que je déroule ça pour savoir quand et comment on peut intervenir. Donc, quand je dis on, c'est surtout les associations, bien sûr, mais ça peut être aussi les citoyens lambda. Mais si on est groupé, évidemment, c'est plus facile d'avoir accès que si on est juste un citoyen de base, je dirais. Alors, donc, à toutes les étapes du processus, on peut intervenir. Euh, déjà par, je dirais, déjà par un travail au niveau de l'avant-projet, donc un travail avec les administrations. Donc là, très en amont, c'est ce que disait Madame Baffer tout à l'heure. C'est très important d'intervenir avant que le processus se mette en route. Ensuite, on peut faire. Bon, au Conseil d'État, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine d'intervenir. Vous serez rejeté. Ça, c'est voilà. Il faut pas rêver à ça. On peut intervenir au niveau du travail en commission. C'est un travail qui est très important, le travail en commission, parce que c'est quand même là aussi que la loi s'écrit en grande partie. Par le travail pendant les lectures, et puis le travail en CMP, là, qui est plus délicat parce que la CMP, c'est un nombre restreint, c'est très intense et ça se passe assez vite, donc là, c'est quand même plus délicat. On peut être aussi, pour les PPL, alors donc je dis c'est une fois par mois globalement, puis pour les groupes, c'est une fois par an à peu près en fonction de ses affinités. Mais on peut participer à ce travail, on peut même proposer des lois à des députés. Alors, on peut faire ce qu'on appelle une contribution extérieure au Conseil constitutionnel. Ça, c'est un processus que très peu de gens connaissent, qui je trouve est assez extraordinaire sur le plan de la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'un projet de loi est déféré au Conseil constitutionnel par les 60 sénateurs ou les 60 députés, chaque citoyen a le droit de déposer une contribution au Conseil constitutionnel sur le site. Non, c'est peut-être pas sur le site, il faut envoyer un email, mais je pourrais vous dire à qui on envoie.
où il explique les raisons pour lesquelles lui, il pense que c'est ou que ce n'est pas constitutionnel. Donc, ça se fait sous forme d'un document qu'on envoie, qu'on dépose. Et ensuite, le Conseil constitutionnel, donc les juristes du Conseil constitutionnel l'examinent. Et ça peut être utile parce que parfois, il y a des idées que le Conseil n'a pas forcément ou des idées qui ne font pas partie de la saisine. Donc tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. Moi, j'ai déposé donc notamment sur, sur la loi climat qui nous préoccupe là. J'ai déposé donc une contribution extérieure, puis FNE aussi a déposé une contribution extérieure. Et là, c'est là que j'ai invoqué les droits de l'homme et des citoyens. Voilà, puis ensuite, évidemment, alors là, on n'est plus, je dirais, dans la partie lobbying. On peut quand même intervenir ensuite au contentieux. Donc les lois, on dit toujours la loi est intouchable. Non, c'est pas vrai. La loi, elle peut être, je dirais, attaquée sur deux plans. Elle peut être attaquée sur ce qu'on appelle l'exception d'inconventionnalité, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'une décision administrative qu'on attaquerait, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, vous avez un arrêté autorisant une microcentrale sur une rivière de catégorie 2, mais on sait qu'au-dessus, ou de catégorie 1 d'ailleurs, on sait qu'au-dessus, qu'il y a des frayères très importantes pour les saumons, par exemple. Donc vous attaquez l'arrêté devant le TA, et là vous avez le droit, devant le petit juge de base, enfin je m'excuse pour les magistrats du TA, mais c'est vraiment le juge de base, le conseiller de TA, vous avez le droit en tant qu'association d'invoquer les textes européens. Quand on a attaqué les microcentrales de Vichy, moi j'avais rédigé un moyen d'inconventionnalité sur la DCE. Donc j'ai dit au juge, la loi dont découle l'autorisation faite par le préfet, elle n'est pas conforme au texte de base. Donc vous voyez, cette loi peut être attaquée devant un petit juge, entre guillemets, ça peut être le Conseil d'État aussi, elle peut être attaquée par le biais de ce processus. Alors, si le juge reconnaît que nous avons raison, bien entendu, il va pas supprimer la loi. Il peut pas le faire. Il peut pas. Il n'est pas parlementaire. Mais il peut ce qu'on appelle l'écarter, c'est-à-dire ne pas en tenir compte. Et du coup, écartant la loi en espèces, ça permet donc de juger et de recevoir le moyen. Nous verrons tout à l'heure que c'est ce qu'on a fait dans un contentieux. Et là, c'est le Conseil d'État qui nous a donné raison. Voilà. Et puis le deuxième sujet, c'est la question qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Donc on va pas demander au juge d'examiner le fait de savoir si le texte qu'on attaque est conforme au traité, mais s'il est conforme à la Constitution. Alors, ceci dit, ça, c'est pas le petit juge de base, c'est uniquement le Conseil constitutionnel qui a le monopole de traiter ces textes. Mais on peut présenter une question prioritaire de constitutionnalité dès le départ. Donc, vous attaquez l'arrêté du préfet sur les microcentrales Tartampion sur le Dessoubre, et puis, donc, de fil en aiguille, vous posez la question. Ensuite, le petit juge va la remonter. Ça va passer par le filtre donc du Conseil d'État. Et si le Conseil d'État dit OK, c'est une question qui est pertinente, ça va au Conseil constitutionnel. Et à ce moment-là, l'avocat va défendre le bout de gras devant le Conseil, d'ailleurs, devant M. Fabius et les 9 conseillers. Alors, comment intervenir? Là, ça, c'est le cœur du sujet. Vous m'arrêtez, hein, Antoine, si je suis trop long. Euh, L'intervention, c'est tout simplement, c'est du lobbying. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de lobbying. Le premier, c'est le lobbying auprès des administrations. Donc, l'idée, c'est de faire de l'administration son allié. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on est président d'une asso, ou pas président, aller toquer la porte de l'ADEB, du préfet, de l'OFB. C'est pas interdit. Vous pouvez demander un rendez-vous au directeur général de l'OFB, Monsieur Thibault. Bon, peut-être qu'il vous recevra, mais il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous écouter. Donc ça, c'est important de faire ça, pas rester tout seul, et puis donc essayer d'avoir des alliés à tous les niveaux d'administration. Parce que c'est quand même les gens des ministères qui rédigent les lois au départ. C'est pas, comme je le disais, c'est le gouvernement. Donc le cabinet dit, tiens, ça serait bien qu'on travaille sur tel truc. Et derrière, les gens qui rédigent, moi je l'ai fait quand j'étais, dans ma jeunesse, quand j'étais au ministère de l'écologie, eh ben, on rédige les textes.
Puis ensuite, il y a toute une moulinette. Mais bon, déjà, si on a vu un lobbyiste, au bon sens du terme, hein, parce que les écolos, c'est des lobbyistes de l'intérêt général, si je peux dire, ou de la protection de l'environnement, bah c'est déjà une bonne chose. Alors ensuite, le lobbying politique, là, c'est vis-à-vis des partis politiques. Donc là, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi des lobbies par les influenceurs, les réseaux sociaux. Donc par exemple, il y a la web TV sur l'eau, là, je me souviens plus son nom, OTV, voilà. Bon, bah ça, c'est une web TV, ça fait partie. Donc là, il y a des idées aussi qu'on peut glisser auprès des personnes qui gèrent ces sujets-là. Et puis, le truc fondamental, c'est ce qu'on appelle le lobbying parlementaire, qui n'est pas forcément la même chose que le lobbying auprès des partis. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans le lobbying pour les lois, c'est d'avoir quelque part je dirais, un député ou un sénateur ou plusieurs, un peu dans sa poche, si je peux dire. C'est-à-dire que vous pouvez donc aller voir, vous devez aller voir un député qui sera sensible à vos arguments ou un sénateur, enfin un parlementaire, plusieurs, c'est bien, et aller le voir, prendre rendez-vous avec lui pour essayer que lorsqu'il sera lui-même en séance publique, eh bien, il puisse défendre des amendements qui sont ceux que vous aurez proposés. Vous pouvez même lui rédiger, d'ailleurs, en général, il aime bien qu'on leur rédige des textes sur un plateau. Alors, comment faut faire? D'abord, la première chose, c'est de monter un dossier. Un dossier qui est solide, un dossier qui est rationnel, et un dossier qui est pas un dossier NIMBY, c'est-à-dire que c'est pas je viens vous voir parce que je suis pas content, parce qu'il y a eu tel et tel truc à côté. Il faut que ce soit un dossier percutant et un dossier court. Euh, les parlementaires, ils vont pas lire un dossier de 50 pages. Les juges, oui, peut-être, pas toujours. Donc un dossier court, par exemple, un dossier d'une dizaine de pages avec une page d'intro où on dit tout ce qu'on a à dire en une page, et puis ensuite on développe, mais voilà, pas de manière pas très longue. Dans ce dossier, il faut l'envoyer à une personne qui est capitale dans le processus, qui est l'assistant parlementaire. Parce que l'assistant parlementaire du député, là en général, ils en ont plusieurs, mais donc il faut viser celui dont le job est d'être en relation avec le public. Il faut lui envoyer ça, il faut lui passer un coup de fil, des emails. Est-ce que vous avez bien reçu mon dossier? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce qu'on fait une visio? Est-ce que vous voulez que j'aille vous voir? Donc, si on n'arrive pas à convaincre l'assistant parlementaire, c'est déjà un peu difficile, parce que c'est vraiment la personne sur laquelle s'appuie le parlementaire. Et puis, si on passe, il se passe, si ce feu vert-là est déjà passé, à ce moment-là, il faut demander une rencontre avec le député ou le parlementaire. Et c'est indispensable d'avoir une rencontre physique. Parce que moi, on a déjà fait ça, mais les rencontres par visio ou par téléphone, c'est pas top. Il faut vraiment qu'il y ait un contact. C'est autour d'un café. Éventuellement, vous pouvez l'inviter à déjeuner, enfin, où vous allez le voir, quoi. Voilà. Et puis, si en plus vous pouvez faire une démonstration sur le terrain, c'est-à-dire si vous pouvez, par exemple, sur la microcentrale, vous pouvez aller l'emmener quelque part sur une rivière pour lui dire, vous voyez comment ça se passe, vous voyez comment les poissons circulent, vous voyez, c'est pourquoi c'est bien pour l'environnement, ça c'est top. Alors, quel député choisir? Alors, en général, on prend quand même plutôt le député pas trop loin de là où on est, enfin, en principe, le député de sa circonscription, mais on peut aller voir aussi un député qui n'a aucun rapport, hein. Ça peut être aussi des députés qui sont ailleurs en France. Mais bon, s'il faut aller le voir physiquement, puis s'il faut l'emmener sur le terrain, il vaut mieux qu'il soit dans le coin, quoi. Donc, si vous arrivez à monter un bon dossier, que vous arrivez à convaincre son assistant parlementaire, à convaincre le député, à aller le voir en personne, à un peu l'embêter, mais pas trop quand même, et puis à lui montrer concrètement de quoi il retourne, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un saumon, tout le monde ne sait pas comment fonctionnent les cycles biologiques, ben c'est un bon point. Donc, le jour J, quand il y aura la discussion au Parlement, ben, vous lui direz, écoutez, monsieur le député, si vous voulez, je peux vous proposer des amendements, ou j'envoie un projet d'amendement à votre assistant parlementaire. Ou même lui, ça peut lui arriver de dire, bon, ben, on va discuter, est-ce que vous pouvez donc vos positions me les mettre sous forme d'un amendement parlementaire. Voilà.
Alors ensuite, ça c'est vraiment le cœur du cœur, c'est du lobbying, c'est ce que fait, c'est ce que fait la FNSEA, c'est ce que fait Monsanto, c'est ce que font tout le monde fait ça. Et donc il n'y a pas de raison que les institutions environnementales ne le fassent pas. Bon, ensuite la contribution extérieure, j'en ai déjà parlé, hein, et puis le contentieux, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Alors, quelques exemples. Alors, un exemple d'échec et un exemple de réussite. Alors, l'article 49 de la loi climat et résilience. Alors, cet article 49, c'est l'article qui a introduit, mais je pense que tous les gens autour de la table le savent, qui a introduit le fait que bah, dans les prescriptions que va donner le préfet pour la mise aux normes obligatoire des, des ouvrages sur les rivières en liste 2, on peut tout faire sauf effacer l'ouvrage. Voilà. Donc, à l'exclusion de tout autre, notamment celle portant sur la destruction de ces ouvrages. Alors ça, c'est un bout de texte qui a été introduit par un amendement, parce que c'était pas le texte initial du gouvernement. Et donc, quand on a appris ça, avec quelques amis de FNE, on a pris contact avec un député, bon, je ne dirais pas lequel évidemment, qui plus est, s'est trouvé aussi être dans la CMP. Et donc, c'est un contact qui a été fait, donc un peu le processus que je vous ai dit, hein. Sauf qu'il n'y a pas eu de rencontre physique parce que, bon, bah, les gens se sont éloignés les uns des autres, hein. Il y a eu juste une visio avec lui et donc voilà, il était très bien là-dessus, très d'accord et tout pour défendre le truc. Et puis, bah ça s'est pas fait parce qu'à un moment donné, bah, il y a des discussions politiques et là il y a eu des échanges, si je peux dire, entre lui et d'autres. Il y a aussi d'autres lobbies qui interviennent. Comme vous le savez, il y a un lobby extrêmement fort des moulins et de l'hydroélectricité, défendu par des députés aussi que je ne citerai pas ici, mais qui sont assez connus parce que c'est vraiment l'un de leurs fonds de commerce, hein. Et du coup, voilà, ça s'est passé. Alors ça, c'est un échec qui est pas de notre faute, hein, sauf qu'on a peut-être pu insister plus fortement à aller le voir dans son bureau, lui expliquer. Ça s'est pas fait parce qu'à un moment donné, il y a des discussions, alors ensuite, qui sont purement politiques, voire même politiciennes, des équilibres, je te donne ça, tu me rends ça, etc. Bon, ça s'est pas fait. Ceci dit, ça, c'est pas fini parce que on peut toujours introduire un contentieux administratif sur un dossier pour faire soit une exception d'inconventionnalité, soit une QPC. Et puis donc un autre processus là, qui est un processus où là on a réussi, c'est qu'on a réussi quand même à tuer l'article L214-18-1, qui était une énormité, hein, puisque vous vous souvenez, c'était là, du coup, en circonstance, les possesseurs de moulins qui avaient des équipements hydroélectriques, donc des microcentrales, étaient dispensés de toute mise aux normes, à partir du moment où ils étaient régularisés, etc. Donc, vous aviez une rivière, on arrivait, il y avait je sais pas combien, 10 barrages dessus, on arrivait à mettre aux normes les 10 barrages, et puis il y en avait un au milieu où il y avait un moulin avec une microcentrale, qui avait été autorisé, etc. Et celui-là, ben, on pouvait rien faire. Alors, donc, ben, la naissance de l'article, je passe vite, hein, alors là, c'est une ordonnance qui a été ratifiée. Et au moment de la ratification, il y a eu l'introduction d'un amendement. C'est bien toujours des amendements, ce genre de choses. C'est pas, le gouvernement, il écrit jamais des choses comme ça en disant on va faire un cadeau à un tel. Alors, il a fait des écrits sur la RIPM, mais pas là-dessus. Donc, c'est passé dans la loi et donc on a fait donc une QPC, enfin, on s'est FNE là, donc là, je vous donne les motifs de la décision. Alors, c'est une QPC qui a échoué. Alors, elle a échoué ben, pour les motifs que je vous dis. Donc, d'abord, le fait qu'il est indiqué noir sur blanc que le législateur a entendu préserver le patrimoine hydraulique, donc les moulins, hein, le moulin, l'objet, la construction, et puis il a entendu aussi favoriser l'énergie électrique. Donc, c'est le premier argument. Et il a dit que c'était d'intérêt général parce qu'effectivement, la production d'énergie renouvelable est d'intérêt général, ça, il y a pas de doute. Ensuite, il a indiqué que ça ne s'appliquait que ce qui était autorisé à la duplication. Ça veut dire que des moulins qui s'équiperaient dans le futur
de microcentrales, à eux, seraient obligés de les mettre aux normes. Bon, ça, c'est quand même un minimum quelque part, hein, quand on construit du neuf et que ce soit aux normes. Et puis, elle ne s'appliquait pas donc au cours d'eau en liste 1. Et puis, ça n'empêchait pas aussi le débit réservé, le débit minimal. Bon, là, c'est un peu technique, mais on voit pas. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il y a un débit réservé que l'ouvrage est franchissable, hein. Et puis, donc, il en a conclu que comment dire, le grief porté sur l'atteinte à l'article premier de la charte qui dit que c'est un droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ben, ce moyen tombait. Voilà, donc du coup, il a dit que c'était constitutionnel. Mais par la suite, il y a eu un contentieux. Alors ça, c'est drôle parce que c'est pas un contentieux qui a été fait par, par une association écologiste. C'est l'inverse. C'est un contentieux qui a été fait par un hydroélectricien qui s'était vu refuser par un préfet donc une autorisation pour une microcentrale. Et donc le TA l'a débouté, la cour administrative l'appelle la débouté. Et au lieu de se tenir sagement dans son coin, il a voulu aller jusqu'au Conseil d'État. Donc, il a fait un pourvoi au Conseil d'État. Et là, c'était vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu parce que personne ne s'y attendait. D'autant plus que le Conseil d'État, dans des jurisprudences précédentes, avait donné un peu le sentiment que finalement, un peu sur les mêmes arguments que le Conseil constitutionnel, il trouvait ça très bien. Il a sorti de son chapeau que cet article-là, 214-18-1, était contraire à la DCE et contraire au règlement anguille. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est la phrase, hein, on dit que donc méconnaissent les objectifs de la directive du 23 octobre 2000, donc c'est la DCE, ainsi que le règlement du 18 septembre 2007. Donc, le Conseil d'État dit l'article 214-18-1, il est contraire donc à la DCE et au règlement Anguille, donc il est inconventionnel. Et donc, alors comme le juge de base, il n'a pas le moyen de supprimer, d'abroger un texte, mais il dit néanmoins qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, donc c'est le gouvernement, hein, ou c'est le préfet, de s'abstenir d'adopter des mesures destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions. Donc, il est en train de dire au gouvernement, eh ben, la loi, je l'écarte et donc vous ne l'appliquerez pas. Donc, pas de décret et messieurs les préfets, pas d'arrêté d'autorisation appliquant cet article-là. Donc, il importe de donner. Alors, donc, non seulement donc, il n'y a pas de règlement, mais non seulement il faut qu'ils donnent des instructions à leur service, que c'est les préfets, de n'en point faire application tant que ces dispositions n'ont pas été modifiées. Tant que l'article n'a pas été modifié ou abrogé, le gouvernement a donné ou devait donner, je pense qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs, enfin bon, devait donner des instructions au préfet pour qu'on ne donne plus donc des autorisations de cette nature et donc on continue à exiger des mises aux normes des microcentrales. Voilà, et donc ensuite, il y a eu le législateur qui a été un peu orienté. Alors, je ne sais pas si FNE avait fait au niveau national, en tout cas, moi, je n'étais pas là-dedans. Rappeler quand même à quelques députés ou peut-être au gouvernement que cet article était inconventionnel, mais en tout cas, le législateur a donc décidé d'abroger cet article, hein. Voilà l'article 71 de la loi accélération des ENR, qui n'a pas que des trucs très sympas pour l'environnement, mais en tout cas, ça c'était sympa puisqu'il est écrit noir sur blanc. L'article L214-18-1 du Code de l'environnement est abrogé. Voilà, donc on part d'une QPC, pirate. Ensuite, il y a un contentieux quelque part qui se fait en France, qui remonte jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui est un juge administratif, comme le TA, dit bah, c'est pas conforme à la DCE, et le législateur ensuite en tire la conséquence qui est l'abrogation de cet article. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'étais extrêmement long, je m'en excuse et je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir été patient. Merci beaucoup André. C'était vraiment super. Le droit est une matière assez complexe, assez dense. C'est pourquoi on va essayer de tout de suite la rattacher au terrain désormais. Je vais accueillir les différentes personnes pour la table ronde.
Et j'ai également le plaisir de voir que Monsieur Clément Billard a pu nous rejoindre, donc technicien au Cigale. Il y a également Stéphane Nicolas, responsable technique à la Fédération de pêche Haute-Loire, et Kilpéric Louche de l'association Sismae Rivière et Coopération. Normalement, on devrait tous à peu près vous voir. Clément n'a pas encore sa caméra, mais ça va certainement venir. Merci beaucoup d'être ici. Et j'ai déjà une première question pour vous. C'est revenir un peu sur le constat qui fonde un peu ce webinaire. Est-ce que pour vous, il y a un retour sur les acquis en termes de continuité écologique? Est-ce qu'on a un retour, un pas en arrière au niveau de la loi? Et je vais lier cette question à celle d'un des spectateurs qui demande si aujourd'hui la tendance n'est pas à la construction de microcentrales en France et pour quel objectif? Hein, est-ce que ça peut être un objectif d'autonomie locale ou est-ce que c'est un objectif difficile à atteindre avec ce genre d'ouvrage? Kilpéric peut-être ou Stéphane, je vois que... Oui, je peux peut-être prendre la parole, dire un mot. Alors, merci pour les présentations. C'était assez passionnant, bien que très technique, sur les aspects effectivement législatifs et juridiques. Alors, c'est vrai que nous, on est relativement quand même éloigné de ça sur le terrain. Donc, moi, je suis hydrobiologiste, donc effectivement, pas tout à fait en lien avec ces questions-là, mais plus effectivement sur des dossiers de hydroélectrique ou de restauration de la continuité écologique sur le terrain pour acquérir des connaissances, donner des avis techniques. Et pour répondre à la question, effectivement, enfin, moi, depuis effectivement que je suis en poste à la Fédé, oui, clairement un net recul enfin, de la restauration de la continuité écologique depuis les années 2000. Parce on est passé de classements qui préexistaient avant les classements de 2012, qui définissaient déjà des cours d'eau qui étaient protégés, plus protégés que les nouveaux classements, sur lesquels on n'a pas pu avancer. Donc on a eu après donc, les classements du L214-17 qui ont repris des classements anciens, mais en réduisant leur portée. Donc on avait déjà là une régression. Et puis après, on a passé notre temps finalement à prioriser dans la liste des ouvrages pour essayer d'arriver finalement à une liste très réduite et sur lesquelles, au jour d'aujourd'hui, on est complètement bloqué, puisque on peut quasiment plus toucher à un ouvrage, hein. On a expliqué tout à l'heure qu'à partir du moment au jour d'aujourd'hui où où un seuil peut prétendre à avoir un potentiel hydroélectrique, on ne peut pas la raser. C'est quasiment tous les seuils aujourd'hui qui sont dans cette situation-là. Donc en fait, on ne peut plus raser d'ouvrage. On peut éventuellement faire des passes à poissons, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'enjeu de faire des passes à poissons sur ces ouvrages qui sont des vieux ouvrages sans usage. Donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de projets de restauration de la continuité écologique sur les territoires. Et on est en vrai décalage avec la présentation de la personne là, du WWF au niveau européen, puisqu'il y a, si j'ai bien compris, il y a un plan qui arrive avec un objectif ambitieux de 25 000 km de rivière à courant libre enfin, sur lesquels il faudra rendre la continuité écologique à l'horizon 2030. Je ne vois pas comment on peut y arriver dans l'arsenal législatif qu'on a aujourd'hui avec les difficultés qu'on a à agir. Voilà. Donc, Kilpéric, est-ce que tu veux Ouais, réagir? oui, Tu oui. partages un constat? Moi, il y a eu un frein, mais il n'y a pas eu quand même une impossibilité d'agir. Dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu, j'avais avec la politique notamment qui a été montée par l'Agence de l'eau, des incitations fortes, et l'OFB également, on va dire des années 2009-2010 jusqu'à, on va dire, 2000, 2020, 2021. Où là, j'avais un dire, l'agence de l'eau finançait bien, c'est le principal financeur pour des travaux en rivière, notamment pour des aménagements ou des effacements. Alors, les aménagements, ils viennent plus dessus financièrement, mais ils viennent sur les effacements d'ouvrages.
Donc, on a pu avoir des- de l'argent pour intervenir sur de l'effacement d'ouvrages. C'est vrai qu'il y a deux choses qui ont un peu restreint le champ d'action sur les ouvrages et sur les travaux, mais c'est la fameuse loi je ne sais plus laquelle, de l'article 214-17, tu me l'avais dit la dernière fois, euh, suite à justement au lobby des Amis des Moulins, qui avait fait passer une loi pour freiner les interventions sur ouvrage dans la mesure où il y avait un potentiel hydraulique dessus. Et si aussi le cours d'eau s'avérait classé. Or, ben, via l'association Sismae, pas plus tard que cet été, on est sur le bassin versant du Lignon, hein, avec son principal affluent qui est la Dunière, qui est de la Haute-Loire, et on a pu effacer un ouvrage sur un cours d'eau classé. Voilà. Donc, a priori, il y a une jurisprudence là, qui est en train qui s'est déjà montée. On a eu des informations aussi par l'Aster 42 sur le fait que, et la DDT 42 également, où dans la mesure où le propriétaire est d'accord pour effacer son ouvrage, c'est sa propriété, c'est du bien privé. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas, s'il le veut, effacer son ouvrage. Quelqu'un qui voudrait, je sais pas, effacer un hangar ou une maison ou une ruine chez lui peut le faire. Pourquoi il ne pourrait pas le faire s'il s'agit d'un barrage? Alors, par ailleurs, là, bon, j'interviens pour le compte de l'association Sismae. Je suis technicien de rivière par ailleurs. Et même dans le cadre, on va dire, d'un schéma plus institutionnel avec des financements à l'agence de l'eau, on a pu ces 3 dernières années faire 8 ouvrages. Alors, il y a certains ouvrages qui sont inférieurs à 50 centimètres, donc qui ne sont pas trop soumis à la réglementation de nomenclature, mais il y en a d'autres qui faisaient plus d'1 mètre et que l'on a pu effacer par la même occasion. Donc on en a fait un peu moins, certes, du fait de ces freins, mais ça ne nous a pas empêché d'en faire. Clément, est-ce que vous avez une remarque, un Eh ben, retour à nous faire? donc nous, du coup, en fait, on a un projet sur un seuil liste 2 avec des propriétaires qui ont écrit leur renoncement, leur droit d'eau, etc., sur un moulin, hein. Et donc, du coup, avec un arrêté qui est pris par la DDT, comme quoi ils actaient le renoncement au droit d'eau, etc. Et en fait, après, derrière, vis-à-vis des financements de l'agence, puisqu'on en a parlé précédemment, nous, en fait, il y a une écriture, on a dialogué avec l'agence, il y a une écriture un peu spécifique, en fait, qui est demandée auprès de la DDT pour que derrière, l'agence, ça rentre dans ses clous, elle ne se retrouve pas en porte-à-faux vis-à-vis de ce qu'on a déjà entendu, des jurisprudences, etc., vis-à-vis de la loi Moulin. Donc, c'est vraiment d'avoir bien dialogué pour. C'est un peu vers le serpent, hein, mais ça peut permettre d'avoir les. Nous, on aura les financements de l'agence de l'eau vis-à-vis des écrits DDT. Mais faut bien que tout le monde se parle pour que ce soit fait pile comme il faut, pour que ça rentre bien dans les bonnes cases. Sachant que l'agence ça avait été validé, je crois, à Orléans, si je dis pas de bêtises, par leur service juridique. Voilà. Ok, très bien. Juste avant de passer à la suite des questions, je vais inviter Monsieur Roberto Eplé, président des SOS Survivantes, à venir refaire un brin de contexte autour de la tendance sur les microcentrales en France, le contexte général en termes de chiffres. Oui, merci, bonsoir. Effectivement, ce n'est pas le sujet du webinaire, mais quand même, peut-être une petite réponse. Autonomie par les petites microcentrales me paraît difficile. Juste pour donner de l'ordre de grandeur, par rapport à l'hydroélectricité, plus que 95% sont produits par quelques centaines de sites de production importantes, et puis plusieurs milliers produisent 5%. Les plusieurs milliers, ce sont des petits équipements. Alors, rien que par là, on comprend que c'est difficile d'établir une autonomie locale. Et au-delà de ça, on se pose toujours la question de l'impact des ouvrages. Je ne vais pas commencer un débat, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais entre le gain de productivité et l'impact négatif que peut avoir les écosystèmes, il va falloir faire des évaluations qui ne sont pas toujours faciles, mais souvent, ils ne sont même pas faites. Alors, sans entrer dans plus de détails pour cette question, autonomie locale par des microcentrales me paraît absolument exclue. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot là-dessus? Ouais, euh, d'autant plus, enfin, si on prend un petit peu, enfin, c'est une moyenne, hein, je donne une moyenne que
sur des bassins versants du Massif central. Euh, mais en moyenne, il y a plus de 95% des ouvrages qui sont encore présents sur les cours d'eau, qui ont pu servir au siècle dernier ou encore à celui d'avant, euh, qui n'ont plus de potentiel hydroélectrique du fait des débits des cours d'eau, parce que le retour sur investissement n'est pas à la hauteur qu'on pourrait attendre. Donc, de ce fait, qu'il y ait quelques ouvrages sur certains cours d'eau qui puissent contribuer à faire de l'énergie les horizons des droits, je veux dire, on ne peut pas leur empêcher de le faire. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a 80, plus 15%, voire plus, des autres qui sont encore présents sur les cours d'eau, qui ne servent plus à rien, qui n'ont plus d'usage patrimonial non plus, parce qu'ils ne sont pas entretenus. Donc, s'ils ne sont pas entretenus, ils vont finir par disparaître, que ce soit sur une crue, par érosion, état de ruine, destruction quelconque. Donc, l'intervention d'aide à l'effacement de ces ouvrages-là ne fait qu'anticiper un avenir certain pour ces ouvrages et un retour au patrimoine naturel. Et donc une grande partie des ouvrages qui n'ont pas de... Oui, Oui, mais Stéphane? oui, si je peux me permettre, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que qui statue sur ça? Ce statut de est-ce que l'ouvrage a ou pas un potentiel hydroélectrique, c'est pas le technicien de rivière qui le donne. Est-ce que ça doit, Non, est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est un sage? Il me semble effectivement que dans les sages, il devait y avoir une réflexion et sur effectivement ouvrage par ouvrage, y a-t-il un potentiel électrique? Technicien de rivière ou moi-même, on va pouvoir dire effectivement sur cet ouvrage, il me semble qu'il n'y a pas de potentiel électrique, et puis on aura un hydroélectricien en face qui nous dira, mais pour moi, il y a un potentiel hydroélectrique, quoi. Le, après, le problème, Ce statut-là du potentiel hydroélectrique affecté à chaque ouvrage, c'est quelque chose qu'on n'a pas en fait. le, Enfin, le, moi, j'ai pas le ça. Le problème par rapport à ça aussi, c'est qu'on est sur des gens qui n'investissent pas forcément pour produire ou de l'électricité ou de l'argent surtout, mais enfin, par chez nous en tout cas, il y a beaucoup de fonds de pension où c'est du placement d'argent. Et il y a des ventes et reventes des microcentrales qui sont plus ou moins fréquentes en fonction de comment ça fonctionne. Ça, je connais pas assez le fondement des choses. Mais voilà, il y a des gens qui réfléchissent pas sur un aspect purement de rentabilité d'un ouvrage, quoi. alors, Ça pose problème. ma remarque, elle n'était pas sur des microcentrales déjà existantes. Elle était par exemple sur des seuils qu'on peut voir sur des petits cours d'eau Oui, mais où il y a, voilà, ils sont présents, ils font obstacle, ils causent problème pour la continuité et autres de la tu es chose. bien d'accord, Kilpéric, on a vu des projets ces dernières années sur des ouvrages où on aurait dit qu'il n'y avait pas de potentiel hydroélectrique, avec des projets qui se sont construits sur ces ouvrages-là, comme sur l'Oz, pour ne pas la citer, cette rivière. Donc, je veux dire, le potentiel hydroélectrique, Tout à fait, ouais. voilà, je veux dire, la vision qu'on en a, nous, c'est pas faire forcément celle que va en avoir un promoteur. Non. Après, c'est ça, c'est un exemple. Après, il est mathématique, hein. Je veux dire, si quelqu'un investit, c'est qu'il espère avoir un retour sur investissement. S'il met dans la balance le fait que s'il investit, ça ne va pas lui rapporter suffisamment pour amortir son investissement, la logique veut qu'il ne le fasse pas. Voilà. Après, le souci, c'est qu'il y en a toujours plein qui sont dans le paysage et cas, et qui restent, on va dire, pour rien. C'est sur cela qu'il faut agir. Et de même, de niveau. Je veux dire, ça ne sert à rien de s'acharner sur les 5% qui potentiellement ont des droits ou qui potentiellement peuvent avoir une plus-value énergétique, sachant qu'il y en a 95% sur lesquels on peut intervenir, moyennant d'avoir une argumentation, sensibiliser les propriétaires et de motiver les propriétaires à cet effacement. Donc, autant travailler sur les 95% qui ne servent plus à rien dans le paysage, plutôt que de s'échiner à essayer de convaincre quelques microcentraliers. Qui plus est, J'en retiens qui... qui plus est, on n'intervient plus en aménagement, on n'intervient plus qu'en effacement. C'est la question. je- J'en retiens qu'on on reste quand même dans le flou vis-à-vis de cet article 49 de la loi climat-résilience.
Et ça m'amène à ma deuxième question. Si j'ai voulu vous avoir tous ici ce soir, fait des pêches, technicien de rivière, associatif, c'est parce que pour moi, quand on prévoit une loi, il faut prendre une décision. Et pour prendre une bonne décision, il faut avoir des connaissances. Il faut être éclairé sur le sujet qu'on traite. Du coup, je voulais vous demander si vous, votre expertise de terrain, toute cette expérience que vous accumulez tous les jours, est-ce qu'ils sont mis à profit par les députés, par les sénateurs, par le processus législatif? En gros, est-ce que ce que vous connaissez remonte jusqu'aux oreilles des parlementaires? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Alors, à notre niveau, on a très peu de moyens d'influencer des parlementaires, mais pour avoir des fois suivi un petit peu les sujets qui nous concernaient à l'Assemblée, notamment sur les travaux de restauration hydromorphologique des cours d'eau, la nomenclature loi sur l'eau, il y a quelques années, je ne sortirai plus le numéro, mais quand on dépassait 100 mètres d'intervention sur un cours d'eau, par exemple le faire reméandrer, on était comme un aménageur, alors que c'était pour une value environnementale, soumis à la nomenclature loi sur l'eau, ou au-delà de 100 mètres linéaires de cours d'eau, on dépassait en dossier d'autorisation. Il y avait une avancée majeure ces dernières années dans le cadre de nos métiers, où si c'était pour une value environnementale ou avec des techniques de génie végétal, on pouvait aller au-delà de ces 100 mètres linéaires pour passer en déclaration plutôt qu'en autorisation, avec beaucoup d'avantages, parce qu'il y a beaucoup de petits affluents de têtes de bassin versant. Euh, non pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais disons que c'est des petits cours d'eau, donc c'est forcément moins cher que sur des gros cours d'eau, puis si on doit opérer un reméandrage. Et de pair de 6 mois d'instruction, enquête publique, etc., etc., alors que c'est des cours d'eau sur lesquels on pouvait agir rapidement pour avoir vraiment une value environnementale importante. Euh, donc cette loi a été une réelle avancée. Je sais qu'elle a été remise en cause, pareil, il y a 2, 3 ans. Et de nouveau, elle a été remise au goût du jour, moyennant peut-être quelques allègements pour les micro-centraliers. Alors ça, c'est pas nous directement, mais il y a des associations qui ont fait remonter ça effectivement à leurs parlementaires et qui ont remis cette possibilité au goût du jour récemment. Clément, Stéphane? Oui, je voulais dire, c'était l'article 3350 Merci. de la nomenclature. Mais c'était au niveau réglementaire, hein. Donc effectivement, ça a été abrogé et puis ça a été remis, mais d'une rédaction un peu différente pour enlever le point d'illégalité qui était soulevé. Donc c'est bien, c'est revenu donc on reste maintenant en déclaration dans la plupart des cas, quoi. Voilà, pour répondre à la question, voilà, c'est à notre niveau, non, mais bon, après, il y a des associations, je pense notamment à l'association Rivière-Rhône-Alpes, euh, à laquelle on peut faire remonter justement pour ce qui est de Rhône-Alpes-Auvergne, pour ce qui est de notre secteur, ces besoins ou ces informations et qui, eux, ont peut-être plus de levier via certains élus ou certains parlementaires. Stéphane, un constat un peu plus positif? Non, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet là. C'est-à-dire que, enfin, que ce soit avec la continuité écologique ou l'hydroélectricité, enfin, c'est des choses qui sont connues, archi connues, étudiées depuis des années, des années. Il y a des maîtres et des maîtres d'études par l'OFB, le CSP à l'époque, l'ONEMA, enfin, les impacts de ces questions-là sur les milieux aquatiques sont démontrés, sont factuels dans la littérature scientifique. Donc, je veux dire, ces questions, on n'a pas besoin on n'a plus besoin sur le terrain de les démontrer. Enfin, c'est connu. Alors après, la question, c'est pourquoi ça remonte pas à l'oreille des parlementaires et pourquoi, par exemple, une association enfin, des associations comme celle des Moulins ont plus l'oreille des parlementaires que, par exemple, la FNPF qui agglomère 2 millions de pêcheurs en France. Ça, je ne sais pas. Mais c'est un constat. Manifestement, c'est un constat, puisque cette association qui, j'imagine, représente pas grand monde sur le territoire, a une écoute beaucoup plus attentive des parlementaires que les pêcheurs. Voilà. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais c'est pas lié à la connaissance
des impacts de la continuité écologique de l'hydroélectricité sur les milieux aquatiques. Enfin, je veux dire, ça, c'est connu factuellement, scientifiquement depuis longtemps. Vous avez un peu anticipé sur ma prochaine question qui était de savoir voilà, comment est-ce qu'on explique en fait l'influence des lobbies micro hydroélectricité depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a des outils qu'ils utilisent, des méthodes innovantes de communication ou autres? Euh, André, comment est-ce qu'on fait finalement pour faire remonter ça aux parlementaires, pour faire remonter notre voix de On manière applique efficace? pardon, oui. On applique la méthode que eux ils appliquent. C'est-à-dire les lobbies des moulins, c'est des gens qui ont deux ou trois députés, qui sont très branchés là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont eux-mêmes des moulins, si vous voulez. Mais du coup, ils appliquent cette méthode et nous, on le fait pas. Alors, c'est pas forcément, je pense, aux techniciens de rivière de le faire, mais le président de la fédération de pêche d'Haute-Loire, par exemple, qui est d'ailleurs très actif, c'est un travail qu'il faut faire de manière inlassable, parce que de toute façon, les députés, bah, ils changent à chaque élection. Enfin, ils changent ou ils changent pas, mais il y a toujours des réélections. Donc, il faut vraiment aller les voir, il faut vraiment les amener au bord de la rivière pour vraiment leur dire, etc. Alors, essayons de viser un député qui est pêcheur à ligne, c'est un peu ça, si vous voulez, qu'il faut le faire. Et c'est pas parce qu'il y a des mètres cubes de démonstration, c'est pas parce que c'est la vérité biologique et technique que forcément ça passera, quoi. Le sujet, il D'accord, n'est pas là-dedans, quoi. tout à fait. Voilà, parce que personne ne les lit, ces documents. Personne, il y a que nous qui les lisons, si je peux dire. Ouais, tout à Donc, fait. le député, il faut faire du lobbying, comme je l'ai dit. C'est vraiment la méthode. J'en vois pas d'autre. C'est ce que fait Madame Baffert, hein. Alors, bon, elle fait, voilà, elle fait faire elle attire l'attention aussi. Elle nous a dit qu'elle fait faire une course à pied autour de la commission. Ben, on peut faire pareil aussi. Vous voyez, des trucs comme ça. Bon, alors, je ne vais pas évidemment vous inviter à la désobéissance civile, mais vous voyez, il y a tout ça à mettre en place. Il ne faut pas rester tranquillement dans son coin, mais je pense qu'effectivement, c'est plus au niveau de vos élus de faire cela, bon, ou les grandes organisations, ERN, FNE, les grandes Ampertos, les grandes organisations nationales. Voilà. Alors, bon. Voilà, et puis ils sont pas nombreux. Alors il y a aussi un aspect qui joue, qui plaît bien aussi aux élus, c'est que ce qu'ils jouent en fait, c'est la défense du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils jouent en disant mais les moulins c'est beau, c'est des choses qu'on a héritées de nos grands-parents, etc. C'est beau dans le paysage. Pourquoi vous voulez casser? Pourquoi les vilains écolos vous voulez casser ces beaux moulins? Alors que là, il y a, comment dire, il y a tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise, parce que c'est pas le moulin en lui-même, c'est pas le beau bâtiment qu'on veut casser. Donc ça joue, voilà. Mais encore une fois, on n'est pas dans la rationalité scientifique. C'est pas parce il y a des démonstrations faites par des gens très sérieux de l'OFB ou d'autres qu'on arrive à convaincre les gens. Voilà. Il faut qu'il y ait un côté lobbying, un côté un peu émotionnel, les emmener au bord des rivières, etc. Et ça marchera, quoi. Il y Voilà. a- Et puis c'est pas parce que et puis c'est un combat constant. Bon, Oui, alors, actuellement, ben il y a le sujet de l'énergie, comme disait Claire. Les énergies renouvelables, c'est super à la mode, en disant ben oui, vous voyez, les fossiles c'est pas bien, le nucléaire c'est pas bien, donc il faut des ENR. Et ils nous ont dit que c'est une ENR, donc c'est super à la mode. C'est un combat difficile, mais il faut continuer à le poursuivre inlassablement. je, mais je re- pardon. je, je suis d'accord avec ça, juste pour dire que dans nos structures, on a des techniciens, des agents de développement qui font de l'animation pêche. On a très peu de questions, de personnes qui sont spécialisées ou compétentes dans les domaines juridiques, en fait, dans les fédés de pêche. Voilà. Et après, au niveau des élus, c'est des bénévoles. Donc, un bénévole reste un bénévole, donc, avec les moyens qu'il a, donc c'est pas toujours facile. Alors peut-être qu'effectivement, je crois que dans la chasse, ils se sont organisés comme ça. Peut-être qu'il faut se payer un lobbyiste au niveau national capable de faire un vrai travail de lobbying. Il faut peut-être arrêter de considérer que c'est un gros mot, effectivement, et qu'il faut faire du lobbying professionnel. Donc, question ouverte. Hmm. Je suis Après, d'accord avec Oui. ça. Les chasseurs sont bien organisés. Bon, ils ont des moyens en plus financiers qu'il n'y a pas dans le milieu de la pêche. Et ils ont un lobbyiste qui est très connu d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, c'est une très bonne idée que la FNPF, c'est pas la fédération du coin, hein, mais que la FNPF se paye un lobbyiste qui aille faire un boulot de lobbyiste parce que il faut savoir. je, Pierrick, tu voulais intervenir? ouais, je rejoins Clément aussi, hein.
C'est vrai que dans le contexte actuel, euh, nos élus, ils surfent un peu dans la mouvance qu'on peut observer. C'est-à-dire, effectivement, on a une crise énergétique, tu fais de la guerre en Ukraine et on rompu les accords aussi avec la Russie, donc il faut de l'électricité par tous les moyens. Donc, même les petites microcentrales peuvent servir. On a pas mal de sécheresses estivales et déficits en eau potable. Donc, il y a la logique binaire qui veut que si un ouvrage, ça retient de l'eau, donc cette eau peut rester et peut être utilisée, que ce soit pour de l'eau potable ou que ce soit pour des usages agricoles. Et voilà, tous ces petits contextes font qu'effectivement, on a un petit retour en arrière sur la perception de ces actions auprès de nos élus. On a du mal à comprendre, outre le patrimoine, pourquoi on ne peut pas retenir l'eau et pourquoi on ne peut pas l'utiliser pour faire de l'énergie dans le contexte actuel. Euh, voilà, mettre ça dans la balance aussi par rapport aux atteintes à l'environnement que ça peut créer. Clément, tu veux intervenir? Bah, oui, après je rejoins, bah, voilà, le propos de Kilpéric, c'est vrai oui, il y a vraiment un retour en arrière. Et après, pour rebondir aussi sur tout ce qui était lobbying, la question que je me pose, c'est aussi faire le distinguo en fait sur la grosse hydroélectricité EDF avec les immenses barrages et tout ce qui est les petites choses qu'on voit plus fréquemment par chez nous qui sont très problématiques et qu'eux aussi ont probablement le monde de l'hydroélectricité existe depuis bien plus longtemps, etc., avec du lobbying qui en crée depuis plus longtemps, avec des moyens bien plus conséquents, je pense, qui existent depuis longtemps, depuis la grosse hydroélectricité, qui ont pu s'aimer vers la petite et donner des conseils, des connaissances, etc., qui ont permis aussi à cette petite hydroélectricité de surfer sur une vague déjà créée que nous ne sommes pas capables de créer. Et là, si on parle de continuité écologique, on peut le remettre de manière plus générale à l'environnement et on va dire, en restant dans l'environnement rivière, milieu humide, bah, clairement, on est mauvais en communication. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Après, comment faire? On essaie chacun à nos petits niveaux de faire quelque chose. C'est, c'est un travail de très très longue haleine et je pense qu'on peut faire encore mieux. S'il y a un manque comment dire, de formation en communication, est-ce qu'il y a un manque de formation, de connaissances juridiques qui empêche les personnes de se saisir de cette question dans nos structures? Est-ce que vous pensez que c'est un moins ou ça n'a rien à voir? Mais c'est un sujet différent. Parce que le lobbying, c'est pas un sujet juridique, c'est un sujet politique. Le sujet juridique, c'est pour le contentieux. Donc là, bah, pour le contentieux, bah, soit vous avez des juristes, mais il n'y en a pas beaucoup dans les fédérations, soit vous faites appel à des avocats. Moi, je suis avocat d'un certain nombre de fédérations de pêche. Voilà, donc bah, c'est notre boulot, on sait faire, hein. Et bah, parfois on gagne, parfois on perd. C'est la SPIA, bon, à la FNPF, vous avez, comment ça s'appelle, Nadège, là. Vous avez deux juristes à la FNPF qui peuvent vous conseiller. Oui, oui, non, mais c'est un travail qu'ils font. Il y a une veille juridique qui est exercée par les FNPF qui est hyper intéressante. On a un bulletin mensuel comme ça avec pas mal Oui, de c'est ça. retours, voilà, d'éléments de décision de justice qui peuvent nous être utiles. Effectivement, après, dans les fédés départementales, on n'est pas très outillés sur ces questions-là, mais on a des ressources au niveau de la fédé nationale. Et puis, on a aussi, nous, un avocat qui est très bon et qui nous aide beaucoup sur plein de dossiers. Alors, plus, effectivement, en lien avec les pollutions que la continuité écologique ou l'hydroélectricité, mais qu'il faudrait peut-être qu'on utilise d'ailleurs davantage sur aussi ces questions-là. Voilà. Après, il faut dissocier aussi deux leviers d'acteurs, enfin deux types d'acteurs. Il y a les acteurs associatifs, qui là, je dirais, ont potentiellement plus les mains libres pour justement soit faire du lobbying, soit se porter partie civile dans le cadre d'un projet ou autre, et les collectivités. Par exemple, les contrats de rivière et autres sont portés par des collectivités ou pour le compte de collectivités, de PCI, qui sont elles-mêmes régies par des élus. Et si les élus ne sont pas convaincus des actions qui sont conduites ou menées, ça reste très politique.
on est assujetti en tant que technicien de rivière en collectivité comme des fonctionnaires avec des devoirs de réserve, c'est-à-dire qu'on n'a pas aussi autant les mains libres dans le cadre, on va dire, institutionnel que dans le cadre associatif. Après, le problème des associations, c'est que bien souvent, elles sont peut-être pleines de bonne volonté, mais elles manquent cruellement de moyens. C'est voilà, c'est des petits bénévoles qui aimeraient bien changer les choses, mais qui n'ont pas les connaissances, les compétences, qui sont très seuls, des moyens financiers peut-être aussi assez faibles, donc elles sont très 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 vite limitées, quoi. Donc c'est difficile d'espérer vraiment qu'il y ait quelque chose là-dessus qui se fasse un jour, hormis un grand cas une défense de quelque chose qui va arriver très ponctuellement sur un sujet très très particulier, un instant T, qui peut durer dans le temps. Mais ça va être là la continuité, c'est plus, enfin, c'est un ensemble de sujets et se battre sur chaque ouvrage parce que chaque ouvrage est différent, la réglementation est différente, les propriétaires sont différents. Ça demande un boulot de dingue et bah, les bénévoles, ça s'essouffle, hein, clairement. Donc voilà, faut remettre les choses dans leur contexte aussi, quoi. Mais voilà, pour imager le propos, en tant que technicien de rivière en collectivité, ben, je suis un peu plus bridé ou dirigé, je veux dire. Et l'association Sismae que je représente ce soir est née justement de techniciens de rivière frustrés qui tâchent de faire les travaux qu'ils ne peuvent pas faire dans le cadre, on va dire, des collectivités ou institutionnelles, pour le faire dans le cadre associatif. Euh, Du coup, ça m'interroge. On a des associations, mais aussi des institutions étatiques, l'OFB, les agences de l'eau, qui finalement poursuivent en partie un même but, qui n'ont pas des vocations opposées. Est-ce qu'il y a pas des passerelles à faire entre le monde associatif et les institutions étatiques pour être plus performants? Un réseau à tisser de juristes, par exemple, entre, entre eux? Pour répondre de manière, comment dire, C'est ce que j'ai dit commune tout à à ces l'heure, problématiques. il faut les... Le sujet, c'est qu'il ne faut pas rester chez soi. Il faut aller voir les gens, il faut les rencontrer, il faut prendre des rendez-vous, il faut les rencontrer physiquement, aller dans leur bureau. Il faut se faire des alliés dans l'administration. Et ils sont prêts parce que dans les DREAL ou à l'OFB, encore plus, si je peux dire, c'est des gens qui ont les mêmes idées que nous sur le plan de l'environnement. Alors, ils sont effectivement contraints en tant que fonctionnaires d'appliquer les ordres de la hiérarchie, mais ils sont très sensibles à ça. Dans les DREAL, les services qui s'occupent d'eau, ils sont sensibles à ça. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Il ne faut pas hésiter à aller voir les patrons, même les préfets. Le président de fédération, le préfet doit le recevoir. Il va pas me parler. Mais il faut faire cet effort-là. Et pas se dire, enfin, c'est peut-être un peu critique ce que je dis, mais pas se dire, aïe, 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 tout va mal, mais il faut faire cet effort d'aller voir les gens. Et plus on sera nombreux à les toquer à leur porte, on les voit gentiment, mais courtoises, hein. On leur explique, voilà. Parce qu'ils savent pas, le préfet, souvent c'est des énarques, enfin, c'est plus là, mais bon, il gère des milliers de dossiers, il connaît pas tout ça. Il sait même pas ce que c'est qu'un grand migrateur, mais il faut lui expliquer. Il faut lui dire, voilà, ben, si vous avez 5 minutes ou 1 heure, je vous emmène au bord de telle rivière, puis vous verrez les dégâts que fait tel moulin, puis on va prendre une passe à poisson avec des arbres dedans, ou un débit réservé qui n'est pas respecté et tout. Faut faire cette démarche. Ouais, alors, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Après, comme l'a dit Stéphane ou comme l'a dit Clément, bah, pour notre part, on est un peu des scientifiques, naturalistes, des techniciens. Je pense que le lobbyiste, c'est vraiment un métier. Je sais pas si on a de ça. C'est vrai qu'en communication, en sensibilisation, on pêche énormément malgré nos efforts. Effectivement, comme disait Stéphane, est-ce qu'il ne faut pas embaucher justement des personnes dont c'est la compétence ou le métier d'aller démarcher auprès des instances? À notre niveau, ça me semble plus compliqué. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre, il y a un levier. Est-ce qu'il y en a d'autres selon vous? Après, des leviers, Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais je ne pense pas que ce soit au technicien, effectivement, ou à l'agent de la collectivité territoriale, comme Monsieur Louche, euh, à faire cette démarche. C'est sûr que si vous allez toquer la porte d'un préfet, il dira, mais qui êtes-vous, etc. C'est à vos patrons. Donc, vous, déjà, à votre niveau,
un président de fédération de pêche ou le président d'un syndicat de rivière. Lui, le préfet le recevra. Et Hmm. à ce moment-là, il vous emmène avec lui, et puis vous allez à tous les deux, ou tous les trois, et puis à ce moment-là, il vous passe la parole, et c'est vous qui expliquez au préfet comment ça marche. Et Faut faire ça. je pense qu'on a aussi un gros souci. Enfin, nous, on est sur trois départements, donc on est avec trois services de l'État différents. Enfin, à chaque fois, trois, tout est démultiplié par trois. Et on voit qu'on a, malgré la bonne volonté, on a vraiment des soucis. Bah, l'OFB, typiquement, ils ont plus le temps de rien. Pour avoir des réponses ou des gens de l'OFB sur le terrain, c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils sont de moins en moins de monde. La fusion avec l'ONC a fait du mal parce que même s'il y a quelques personnes en plus, c'est des gens qui ne maîtrisent pas forcément le côté haut. Hein. S'ils viennent du monde de la chasse, voilà, chacun son boulot. Derrière, on a aussi des DDT. On peut avoir des intervenants en DDT, des personnes qui sont très bien, très compétentes, motivées, etc. Au même titre qu'on peut avoir des DDT, bah, clairement, hein, la Haute-Loire, il y a une DDT, mais enfin, Stéphane et Kilpéric peuvent en parler autant, aussi bien que moi. Moi, On ça se sait passe pas absolument pareil. pas ce qui se passe. On sait absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on découvre des choses, des dossiers qui sont sur nos territoires, des chantiers qui se lancent sur nos territoires du jour au lendemain parce qu'on ne sait pas. Ou alors c'est par les voisins, les gens qui nous parlent, et voilà. Mais il n'y a aucun contact. Et quand tous les services qui sont censés œuvrer dans le même sens ne sont même pas fichus de s'entendre et dialoguer, nous, bah, ça peut, enfin, forcément, des gens perdent en crédibilité, on perd en efficacité, etc. Et ça, c'est un réel problème, quoi. Donc tout ça mis dans la balance, bah, ça aide pas notre cause, quoi, clairement. Et Ça, je suis sachant que tout à nous, fait. en plus, étant, je termine là-dessus, on est sur trois départements, sur un seul bassin versant, hein. On n'a pas la même politique qui va s'appliquer entre les trois départements. Enfin, sur la liste 2, elle est scalée, hein. Mais son application, etc., la pression qui va se mettre en place, eh ben, on n'a pas la même, quoi. On n'a pas la même selon les trois départements. Donc, en crédibilité, quand vous avez des choses qui sont sur des gens qui sont sur deux départements et qui, dans un, on vous dit, ah, ben, moi, on me dit rien, et dans l'autre, on me dit, il faut que je fasse quelque chose, c'est difficile d'être crédible, quoi. Donc, voilà. André, on a une question pour vous dans le public. N'y aurait-il pas intérêt de saisir les services du préfet et des ministères et de la commission sur les contradictions entre DCE et ce potentiel défendu localement? Oui, je pense que c'est la contradiction entre j'imagine, entre la DCE, donc la politique de l'eau, et puis les politiques énergétiques. Alors effectivement, il y a pas de doute qu'il y a des contradictions, parce que autant sur des énergies, je sais pas, je pense le photovoltaïque, c'est pas hyper problématique, mais le problème de l'hydraulique, c'est que ça se fait sur des milieux extrêmement sensibles et ça a des effets environnementaux majeurs. Donc il y a des aspects contradictoires. Donc bien entendu, alors je pense que les ministères sont au courant de ces contradictions et alors on peut les saisir, hein, on peut les voir le préfet aussi. Et je pense que le préfet, c'est pas la peine d'aller le voir sur des comment dire des contradictions législatives, réglementaires, mais sur un dossier particulier. On peut aller le voir sur un dossier particulier en lui disant, Monsieur le préfet, sur tel dossier, voilà, s'il y a un enjeu très fort de biodiversité. Alors, ce qu'on peut faire aussi, alors ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que on peut faire aussi, on peut intervenir, chaque citoyen peut intervenir au niveau de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il y a un processus assez simple, hein, qu'on trouve sur Internet, qui permet donc de dénoncer ce genre de situation. Et alors ensuite, la Commission peut s'emparer du sujet, elle peut même aller faire jusqu'à un dossier d'infraction devant la Cour de justice européenne. D'ailleurs, il me semble que RN a dû faire ça, non? Romain doit le savoir. Euh, Nous, à ERN, on l'a déjà fait. Peut-être que Roberto veut en dire un mot là-dessus. Là, on expose déjà un peu le sujet, mais j'ai comme me dire, effectivement, chaque personne, comme André vient de dire, peut s'adresser à l'Europe. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des centaines, des dizaines de milliers, certainement de personnes qui réclament. Mais par contre, il y a une autre procédure qui est intéressante qu'on utilise et que nous avons utilisée dans le cadre du Rhin, par exemple. Sur le Rhin, franco-allemand, l'État français, d'après nous, n'avait pas joué la politique, il n'a pas respecté la politique ni les directives cadres européens en matière de continuité écologique sur les grands ouvrages.
il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle infringement, c'est-à-dire que vous pouvez faire une sorte de plainte bien argumentée auprès de l'Europe, une dénonciation, pour prendre un mot qui n'est pas très sympa, mais c'est ça. Et ensuite, l'Europe va vérifier sur place si cela est juste ou pas. Si c'est vrai ou juste ce qu'on a donc dénoncé, ils peuvent lancer une procédure de ces différentes phases, hein, mais ça va jusqu'à condamner la France, si la France n'a pas respecté entre-temps. Oui, c'est assez intéressant et ça a bien marché d'ailleurs. Mais il n'y avait même pas besoin finalement. EDF avait très vite compris qu'elle devait faire ses devoirs. Elle les a fait entre-temps. C'est en bonne voie. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Je tiens quand même à me rappeler que tout n'est pas perdu, hein. On a ce grand objectif de 25 000 kilomètres de rivière à rendre à libre écoulement à l'échelle européenne. Alors, des kilomètres, on peut vite en trouver dès qu'on est face à un grand barrage qui libère à lui seul 100, 200, voire 1000 kilomètres d'un coup. Mais c'est quand même un bel objectif que l'on se met. André nous a aussi présenté voilà, la fin de l'article L214, le tiret 1, c'est bien important. Oui, Et c'est important. donc il y a quand même des choses qui évoluent avec le temps. Je tiens à remercier tous nos intervenants, Kilpéric, Stéphane, Clément, André et Madame Claire Baffert également, d'avoir été là. Je tiens à vous remercier, vous aussi, participants, d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques jours sur nos sites web, sosloirevente.org et ern.org. Merci aussi à Réseau Rivière TV qui a retransmis ce webinaire en live sur YouTube, au Centre Ressources Cours d'eau, qui est une plateforme qui favorise le partage de bonnes pratiques, d'expériences et le transfert de connaissances sur la rivière. Et bien sûr à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour nous avoir soutenus dans cette démarche. Si vous souhaitez approfondir le sujet, un autre partenaire du Centre Ressources Cours d'eau, WAO, a déjà fait un webinaire au sujet de la jurisprudence sur les cours d'eau. Vous pourrez retrouver ce replay sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. On va vous indiquer les quelques petits liens à la fin du webinaire sur la dernière affiche. Quant à nous, on se retrouve le mardi 9 janvier dans la suite de nos webinaires du mardi, toujours les mardis soirs de 16 heures à 18 heures, pour un échange autour du risque inondation et des nouvelles technologies. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.